Le sujet, maîtriser sa trajectoire Secure Hybrid Cloud. Pour reprendre la suite de ce qui nous a été présenté, si c'était un titre de film, si c'était un titre de film, ce qu'on va voir tout à l'heure, ce serait peut-être, est-ce que ce serait Les Chemins de la Liberté pour les DSI? Je ne sais pas si vous avez vu ce magnifique film. Un périple des évadés de l'enfer du Goulag, 6000 km à pied, de la Sibérie jusqu'à l'Inde. Donc on verra à la fin de la conférence si c'est les chemins de la liberté, cette maîtrise de trajectoire. En tout cas, Adista et Microsoft vont nous présenter une vision à trois dimensions, donc la dimension conformité, gouvernance, technologie et outils de la cybersécurité dans les projets de transformation SI, en cloud hybride. Et illustrer leur exposé d'un cas concret. Ils sont trois, ils m'ont dit chacun 10 minutes et 4 diapos. Donc on aura le temps de discuter ensuite avec eux, via l'intermédiaire de Jean Bianchi, d'Adista, qui nous assiste en présentiel. Sébastien Déon démarre le premier directeur de l'offre cloud e-santé chez Adista. Il avait passé 15 ans chez Pharmagest, précédemment, où il avait conçu des offres de sécurité à destination des pharmacies. Et puis ensuite, on aura la participation d'Arnaud Jumelet, dans un autre site, mais sur le même ordinateur. Il travaille à la direction technique et sécurité chez Microsoft France et qui est spécialisé dans les domaines de sécurité de l'information, gestion d'identité, etc. Pour la petite histoire, il est ingénieur en informatique et diplômé de la même école que Vincent, le SIEA, et certifié CISSP. J'en profite pour vous dire, mais vous le savez peut-être déjà, que cette certification est désormais reconnue comme un master en cybersécurité. Une notion intéressante. Et ensuite, en troisième présentation par le trio, Brice Munier, qui est directeur du service innovation chez Adista depuis plus de 15 ans. Non, passionné d'informatique depuis plus de 15 ans, mais pas chez Adista depuis plus de 15 ans, puisqu'il a rejoint Adista en 2006. Remarquez, ça revient à peu près à ça. Il va nous faire la démonstration finale. Alors, effectivement, face à l'accroissement des applications métiers, la complexité dont on ne cesse de parler depuis hier, depuis qu'on a commencé ce congrès, comment répondre aux défis de répondre à la fois aux préoccupations de continuité d'activité, d'agilité, de maîtrise, de détection. On a vu tous ces éléments. Déjà, on va avoir une autre approche avec la participation d'Adista et Microsoft, et je leur laisse la parole tout de suite. Merci Jean de remettre la connexion. Eh bien, merci. Donc là, on va enchaîner directement avec Sébastien Déon qui va nous faire l'ouverture. Sébastien, si tu nous reçois, c'est à toi. Oui, merci Jean. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Sébastien Déon. Je vais être accompagné d'Arnaud Jumelet, le patron de la sécurité chez Microsoft, et Brice Munier, le patron d'architecture chez Adista. On va présenter en 3 parties. Je vais vous parler d'un sujet de la sécurisation hybride. Faut-il hybrider la sécurisation, oui, ou sécuriser l'hybridation? Ensuite, Arnaud prendra le relais, vous présentera un petit nouveau de la gamme Azure chez Microsoft, qui s'appelle Azure Arc. Et enfin, Brice nous présentera Azure Security Center avec des démonstrations et des vidéos. En guise d'introduction, j'ai souhaité vous présenter un nuage de tags. Et quand j'ai commencé à réfléchir à cette conférence, j'ai commencé à écrire un certain nombre de mots et je me suis dit que ce nuage de tags grossit de jour en jour. On pourrait cliquer sur l'ISO 27001 par exemple et on retrouverait un nuage de tags, les 114 mesures sur lesquelles il faut travailler pour mener à bien une certification, etc., etc. Et finalement, je me suis dit, quand on est RSSI ou DSI de structure de santé, ça doit être très anxiogène. Il y a un nouveau mot qui apparaît tous les jours. Et finalement, on peut se poser la question, est-ce qu'on va être à la hauteur? Alors, il y a probablement un mot important
semble-t-il, à prendre en compte, c'est la notion de vision, de projet de cybersécurité pour son établissement, et qui va naturellement générer une roadmap. Je pense que c'est ça le maître mot, et ensuite, après, tout le plan d'action sera décliné. Donc, un contexte très, très anxiogène qui va m'amener, en fait, à parler de transition numérique. Alors, j'ai essayé de résoudre, parce que le ton humoristique, on est bien évidemment entre nous, et trouver comment résoudre cette équation infernale de la transition numérique en santé. On parle beaucoup de transition, c'est un mot à la mode, et le mot transition, ça veut dire que finalement l'état précédent n'était pas satisfaisant, l'état actuel n'est pas forcément satisfaisant, et l'état à venir nous promet quelque chose de beau. Il y a une dizaine d'années, quand on parlait de e-santé, numérique en santé, on disait communément c'est une terre en jachère. Plein d'expérimentations qui se font dans tous les sens, ça ne communique pas entre elles. Et puis maintenant, il y a Ma Santé 2022 qui arrive et qui essaye d'organiser un petit peu tout ça, mais le numérique en santé, ça ne veut pas dire que ça marche bien aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de problèmes. Donc, la première variable sur laquelle je me suis intéressé, c'est la réglementation. On est en France, vous le savez, on est des champions du monde de la réglementation. J'ai toujours pour habitude de prendre cette petite histoire, cette petite anecdote. Quand il y a une bonne idée à faire, un bon business à faire, ce sont les Américains qui le font. Les Chinois copient les Américains et les Français et les Européens, vous savez ce qu'ils font, ils font de la loi, ils font de la législation, ils légifèrent. Donc ça, c'est une réalité. Donc, on est les champions du monde en matière de loi. Et dans le monde de la santé, on est les champions du monde des champions du monde. Donc il y a aujourd'hui, alors ça ne veut pas dire que c'est pas bien de ne pas faire de réglementation, bien au contraire, mais aujourd'hui il y a des services socles, il y a la politique du numérique en santé, Ma Santé 2022, sur laquelle vous aurez des choses qui seront dites demain, je suppose, le programme Open, ça fait un petit moment qu'on en parle, là il y a des audits cyber qui doivent être menés pour 2021, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, et régulièrement on a du réglementaire à injecter dans nos logiciels métier, à injecter dans nos politiques, à injecter dans plein de choses. Deuxième variable, pour essayer de tenter de travailler sur l'équation de la transition numérique en santé, c'est l'explosion exponentielle des données de santé. Tous les jours, on produit des données de santé. Donc avec le corollaire, c'est comment je les manipule. Plus il y en a, plus c'est compliqué à manipuler. Comment je vais y accéder de façon sécurisée. Est-ce que je vais mettre en place des autoroutes, une fondation, ça c'est très important. Comment je vais transmettre entre le moment où c'est produit et les hangars de stockage qu'on appelle communément des data centers HDS. Comment je vais stocker, comment je vais archiver sont deux notions qui sont totalement différentes et qui adressent des use cases différents mais différents. Explosion des données de santé, la réglementation, et puis il y a il y a encore une autre variable, c'est les cyberattaques. Voilà, ça croît à l'infini, et sans arrêt cyberattaqué. Je prends pas, il n'y a pas un jour où je regarde, où je n'ai pas une notification en disant tiens, il y a encore un établissement qui a été attaqué. En Allemagne, il y a une personne qui est décédée parce qu'il y a eu une attaque. Dans une mairie dans le sud de la France, il n'y a pas eu de messagerie pendant plus d'un mois parce que ça a été cyberattaqué. Donc, on est dans un mode, j'ai envie de dire, de façon provocatrice, on fait du curatif, pour prendre un parallèle avec le monde de la santé. Et quand est-ce qu'on va vraiment, véritablement avoir un plan et faire du préventif et du prédictif et pouvoir communiquer et répondre du tac au tac aux attaquants en disant, voilà, grâce à notre système, on a contré telle ou telle attaque. Nous-mêmes, la meilleure façon, finalement, c'est de ne pas en parler. Et le meilleur service, c'est celui qui n'existe pas, vous le savez très bien. La meilleure attaque, c'est celle qui n'existe pas. Une autre inconnue un peu plus compliquée, là je me suis un petit peu creusé la tête, il a fallu que je me replonge dans mes cours de lycéen, c'est différentiel avec les fonctions numériques. Tout ça c'est pour dire en fait que finalement on a pléthore d'outils numériques à disposition dans le monde de la santé. Ces outils communiquent plus ou moins bien entre eux, enfin en tout cas on tend à avoir une interopérabilité importante entre ces outils, et ça c'est au service finalement du personnel soignant, et de trouver une efficience pour ce personnel, de dégager en fait du temps médical pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture dans la chaîne de soins du patient, tout simplement. Sinon, il n'y aurait pas besoin d'outils numériques. Ça doit aider
notre personnel soignant. Et puis, en guise d'humour, toujours, la dernière variable, c'est le budget. Hein, c'est vraiment la cybersécurité, c'est le parent pauvre des budgets IT et des DSI. Voilà, budget divisé par 3. Donc, probablement qu'il y a d'autres inconnus, ça mériterait d'affiner cette équation, mais on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça. Il y a un contexte anxiogène, on a une transition numérique à mener dans notre écosystème et avec beaucoup d'inconnus. Un autre point, ça m'amène finalement à, une fois qu'on s'est dit tout ça, ça m'amène à parler d'hybridation. Alors, est-ce que c'est la terre promise, ce mot que l'on voit un petit peu partout fleurir dans la presse spécialisée et sur les réseaux? Donc, on va partir du on-premise. Le on-premise, c'est quoi finalement? Ce sont les centres informatiques, les salles blanches, qui sont dans les structures locales. Ça concerne tout le passé, tout le passif. On va avoir les applications legacy, celles qui n'ont pas vocation à être codifiables, celles qui vont rester et qui vont mourir de leur propre mort. Il ne faut pas les toucher, celles-là. Il faut essayer de passer des jours et des jours à les développer, à les imaginer, transformer dans le cloud. Et puis, il y a le on-premise, on va gérer aussi, ce qui est important dans ce on-premise, c'est gérer l'amortissement. Quand on a investi dans des serveurs, dans des logiciels, ben, on a envie de voir l'amortissement courir pendant les 5 bonnes années pour ne pas perdre de l'argent, tout simplement. Un maître mot important dans ce on-premise, c'est l'interopérabilité. Vous avez bien compris, les systèmes vieux, vieillissants, mais qui ont bien servi, vont devoir communiquer avec les services socles, par exemple, vont devoir communiquer avec des services qui sont dans le cloud. Et ça, c'est très important, l'interopérabilité. On pense qu'il faut garder l'on-premise et que ça va encore probablement durer une bonne dizaine d'années. Les problématiques de fusion, d'exchange et de gestion d'identité, c'est une réalité au sein des établissements. Ça ne va pas être réglé dans l'année qui vient, bien évidemment. Le on-premise, c'est bien. Il y a d'autres technologies. Nous, on pense, chez Atista, que notre point de vue, en fait, c'est de pas tout mettre en on-premise, de ne pas tout mettre aussi dans le cloud, mais de répartir, d'avoir finalement un bon sens paysan, de répartir ces actifs IT dans les 4 catégories qui vous sont présentées aujourd'hui. Il y a une nouvelle catégorie dont on parle de plus en plus, c'est le edge computing. Qu'est-ce que c'est que le edge computing? C'est être au plus près de la donnée, c'est pouvoir gérer la latence réseau. À quoi ça sert de produire de la donnée massivement dans une salle d'opération, par exemple, de l'envoyer de faire des sauts de routeur à n'en plus finir, de l'envoyer à l'autre bout de la planète dans un cloud qui a de la puissance pour les calculer, pour que l'information revienne et aille dans les salles d'opération. Ça ne sert pas à grand-chose finalement. Traitons la donnée, apportons de l'intelligence artificielle au plus près de la donnée. On va régler la problématique du temps réel des salles d'opération et de tous les objets connectés. Et ça, le edge, c'est ce qui arrive. C'est une réalité aujourd'hui, c'est ce qui va nous arriver, si on veut parler de vagues, dans les 5 ans, et on va pouvoir maîtriser l'IoT. On en parle beaucoup dans les voitures connectées notamment. Autre point important, le cloud privé. On va parler d'hébergeurs, HDS, on va dire souverains. Souverains, on aura peut-être l'occasion d'en revenir. C'est des sociétés françaises, des data centers en France, comme ceux d'Adista, des logiciels pour manager un petit peu tout ça français ou européens, et puis des équipes qui ne sont pas à l'autre bout de la planète pour infogérer. Ça aussi, c'est important, de pouvoir apporter un support français à nos clients français, bien évidemment. On va apporter de l'infogérance et de la souplesse, du sur-mesure aussi. Les contrats sont vraiment bien finalisés. Il y a des interlocuteurs où on va gérer le modèle IaaS, le modèle PaaS, le modèle SaaS. Valeur, la force tranquille, pour reprendre une expression que les personnes des années 80 connaissent bien, la force tranquille, la robustesse, l'expérience. Et puis, on continue pour regarder un petit peu ces trous. Il ne faut pas faire une croix sur le cloud public. J'entends beaucoup de discussions là-dessus, le cloud public, les GAFAM et compagnie. Non. Utilisons ce qu'on a de mieux pour nos systèmes d'information. Il y a des workloads qui sont typiquement faits, d'époque par exemple, pour être dans le cloud public. Ça n'a pas d'intérêt de le faire on-premise, par exemple. On va retrouver les Américains, j'en ai parlé, Azure, Amazon, Services, Google, et puis il y a les Alibaba qui copient les Américains, j'en avais parlé tout à l'heure. Les services, 130 services dans Azure.
la scalabilité, l'élasticité, la facturation à l'usage. C'est tout ça qu'on n'a pas, par exemple, dans le cloud privé. Et ça nous permet de travailler sur la souplesse tactique, avoir un coup d'avance. Je peux faire des data labs, par exemple, je vais aller les faire dans Azure. Je ne vais pas reconstruire tout un tas de serveurs musclés qui vont coûter une fortune. Dans mon cloud privé, par exemple, ça n'a pas de sens. Le cloud public, la puissance, c'est incontournable. Voilà un petit peu la terre promise. Utilisons ce qu'on a de mieux partout dans notre paysage du système d'information aujourd'hui. Ça m'amène sur mon dernier slide avant de passer la parole à Arnaud. Le contexte, vous avez bien compris, anxiogénité en 2020. Et puis, il y a 3 grandes notions aussi que je veux présenter. C'est on dépend des technologies. On est accro aux technologies. On regarde nos smartphones toutes les 10 minutes. C'est pas possible. On ne peut plus rien faire sans les technologies. Le cloud est généralisé. On a parlé tout à l'heure. C'est une évidence. Pendant le Covid, on a utilisé Teams. On ne s'est pas posé la question de savoir dans quel cloud c'était. Il nous fallait un outil pour continuer notre production. D'aller chercher Teams. C'est un exemple, bien évidemment. Et puis les sites qui doivent être interopérables et qui doivent causer entre eux. Ce contexte-là, ça amène de l'émergence de nouveaux risques. Exposition de la surface d'attaque, par exemple. Pénurie de talents, tout ça. La vraie question, elle est là, en fait, et c'est ça qu'on doit travailler aujourd'hui, c'est sécuriser le cloud hybride. Je passe la parole à Arnaud de Microsoft. Merci beaucoup Sébastien. Je vais reprendre la suite et brancher ma caméra. Donc normalement, je pense que vous devez tous voir à nouveau la présentation. Et donc oui, pour continuer le panorama en fait de cette complexité croissante qu'on peut avoir aujourd'hui sur les infrastructures, je voulais commencer par illustrer le propos par un rapport qu'on a publié hier qui s'appelle le Microsoft Digital Defense Report et qui a été mis à disposition là récemment avec finalement ce que Microsoft a pu observer comme tendance en termes de cybersécurité sur les derniers mois. Donc c'est un rapport qui fait 88 pages et qui établit finalement de juin jusqu'à juillet 2020 la typologie d'attaque. Est quelque chose qui m'a frappé et qui a retenu mon attention. C'était la fréquence et la vélocité des attaques. Et dans certains cas, ce qu'on a pu observer, c'est outre le fait que pendant la période qu'on a connue, il y a eu une augmentation significative des attaques par phishing. C'est la vitesse entre l'infection initiale, donc lorsque quelqu'un va cliquer sur un email, et sur le fait que la charge malveillante soit déployée sur l'ensemble du réseau. Dans certains cas, on a pu observer que le blocage d'une organisation a pu se faire en moins de 45 minutes. Le constat également qu'on y fait, c'est qu'il y a une pénurie de talents, et la difficulté que je pense que tout le monde a aujourd'hui, c'est finalement par où commencer. Lorsque le paysage finalement dans l'infrastructure qu'on peut avoir est réparti entre des services qui sont on-premises, d'autres avec le cloud et puis maintenant avec ce qu'on appelle le edge, il y a une complexité croissante qui ne doit pas faire oublier que finalement il y a des basiques de la sécurité qui doivent être observées. Il y a des configurations de sécurité qui doivent être déployées sur ces postes, sur ces serveurs. Et dans l'équation que présentait Sébastien, la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de postes à pourvoir en termes de cybersécurité. On manque cruellement en fait de main-d'œuvre pour assurer cette sécurité. Et donc, il faut peut-être repenser aujourd'hui finalement la stratégie pour utiliser les innovations qu'il y a dans le cloud, qui vont peut-être pouvoir permettre justement d'apporter de l'automatisation. Et qui va pouvoir permettre à la fois de pallier à cette pénurie de talents pour opérer et superviser en fait ces systèmes. Donc c'est ça qu'on souhaite vous présenter avec une innovation. Voilà, il y a une innovation qu'on a pu annoncer la semaine dernière qui s'appelle Azure Arc. Où l'idée, en fait, l'objectif, ça va être de pouvoir réutiliser les mêmes outils qu'il y a dans le cloud, avec la même facilité, d'avoir quelque chose qui monte à l'échelle, avec une vue qui soit unique, qui puisse fonctionner finalement indépendamment des frontières de sécurité, que ce soit les forêts ou domaines Active Directory. Et l'enjeu, ça va être de pouvoir projeter finalement les serveurs Windows et Linux
avec une représentation dans le cloud, et pour pouvoir gérer finalement ces serveurs de la même façon qu'on le fait actuellement dans le cloud Azure, mais de gérer ces serveurs Windows et Linux qui sont on-premises avec les mêmes outils qui sont à disposition des gens qui ont migré dans la partie Azure. Et donc, pour bénéficier de cette expérience, le fonctionnement est le suivant, en fait. Ça va consister à installer un agent sur ces serveurs. Ça va permettre de connecter en moins de 5 minutes, finalement, les machines. Et à partir de là, on va pouvoir auditer, tout simplement, la configuration de sécurité de ces serveurs. On va pouvoir avoir un inventaire pour avoir une vue de qu'est-ce qui se passe sur ces serveurs. Est-ce qu'ils ont un bon état de sécurité? Est-ce que les configurations, les bonnes pratiques de sécurité sont déployées sur ces serveurs? Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir opérer de façon qui va pouvoir monter à l'échelle. Donc l'idée de cette projection d'Azure Arc, c'est de pouvoir gérer à la fois les serveurs physiques, les machines virtuelles, vos clusters Kubernetes ou même vos serveurs SQL, de la même façon que si ils s'exécutaient dans Azure, avec finalement les mêmes outils, que ce soit avec le portail ou avec les outils en ligne de commande, et ensuite, le cas échéant, en fait, de rajouter des services de sécurité qui vont pouvoir aller plus loin et automatiser ces différents traitements. Ça veut dire que ces différents traitements, qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire? Eh ben, il y a une fois que ces machines vont pouvoir être connectées, et donc cette innovation Azure Arc marche à la fois finalement sur des ressources qui sont à demeure dans vos data centers, mais qui pourraient être également déployés sur d'autres clouds, que ce soit AWS ou Google, peu importe. Le système qui est là, c'est simplement en fait d'avoir un agent qui va tourner sur la machine virtuelle ou le serveur physique et qui va le connecter tout simplement aux outils Azure pour pouvoir ensuite rajouter des fonctions de sécurité. Donc les fonctions de sécurité, elles sont de tout type. Ça peut être par exemple d'utiliser les outils Azure pour déployer les patchs et les correctifs avec quelque chose qui s'appelle Azure Update Management et qui permet de déployer les correctifs pour Linux et Windows et d'avoir une vue unifiée pour connaître quels sont les systèmes qui n'ont pas redémarré récemment alors que le correctif a été déployé, quels sont les systèmes qui sont en attente d'un correctif qui a une criticité qui est notée comme urgente. Mais on peut également faire d'autres services, comme de la sauvegarde, par exemple, avec Azure Backup, où l'idée, ça va être tout simplement de sauvegarder les serveurs les plus critiques et d'en garder une copie à l'abri, protégée, avec des mécanismes contre les ransomware, où les responsabilités sont séparées. Et si jamais un administrateur voulait supprimer cette copie ou cette sauvegarde, il y a tout un process de validation pour autoriser la suppression et donc justement de pallier à un ransomware qui chercherait à supprimer ses backups. Mais on a également des services qui s'appellent comme Azure Policy qui permettent en fait de comparer par rapport à des baselines de sécurité qui sont édictés pour Linux et Windows. Finalement, est-ce que par rapport à votre conformité interne, par rapport à ce que vous pensez être comme étant le bon niveau de sécurité pour les serveurs, où vous en êtes, et ça permet également d'auditer, d'avoir une vue sur son hygiène de sécurité. Ça, c'est quelque chose d'important. Après, on peut également choisir d'aller plus loin, et donc il y a des innovations comme Azure Security Center qui seront présentées par Brice. Il faut le voir ça comme un peu un coach de sécurité qui va permettre d'orchestrer ces différentes fonctionnalités. Mais l'idée est là. L'idée est de pouvoir, de la même façon qu'on peut le faire pour le cloud, mais pour la partie on-premises, réutiliser les dernières innovations et les dernières technologies de façon très simple, à savoir sans déployer d'infrastructure à demeure, mais de réutiliser l'infrastructure cloud et de la connecter à vos infrastructures. Un tout nouveau qu'on voulait illustrer, c'est une capacité qui s'appelle Azure Defender for Server, qui va permettre de protéger les serveurs Windows et Linux et qui va pouvoir le faire avec différentes capacités comme de la détection de vulnérabilité. Donc, en fait, faire un inventaire des applications qui sont installées sur le serveur et de vous dire, au-delà des correctifs système, quelles sont les applications et quelles sont leurs versions et quelles applications mériteraient d'appliquer les derniers correctifs et de vous en donner finalement le listing pour que vous puissiez faire la correction. Également, dans cette partie Azure Defender for Windows et Linux,
de déployer un anti-malware, l'anti-malware Microsoft, qui est maintenant disponible pour toutes les plateformes. Avoir également une vue sur les applications qui sont installées sur vos serveurs et également durcir la configuration, hein, c'est-à-dire d'avoir une vue sur qu'est-ce qui s'est passé sur les 30 et 60 jours, quelles sont les applications les plus utilisées, et automatiquement d'avoir le système qui vous génère les règles et qui va permettre de dire à partir de maintenant, je veux que mon système n'autorise pas l'exécution de d'autres applications, hein, et c'est quelque chose de très efficace pour lutter notamment contre les ransomware et les virus, d'avoir un système de liste autorisée d'applications à s'exécuter par rapport à ce qui a été observé, par exemple, par le passé. Il y a également d'autres choses que Brice va vous montrer sous forme de vidéo, mais l'idée et l'approche que l'on a, c'est finalement avec la même facilité, avec les mêmes outils qu'on a l'habitude d'utiliser sur des machines virtuelles qui se trouvent dans le cloud, d'avoir vraiment la même philosophie, les mêmes outils, hein, quel que soit finalement où se trouvent les serveurs, et d'avoir le même niveau de sécurité hein, également pour la partie on-premises. L'hygiène de sécurité, c'est important, et par rapport à ce qu'on a pu observer sur les derniers mois, on voulait vous partager également 5 quick wins qu'il faudrait mettre en place pour améliorer rapidement le niveau de sécurité. Et la première chose, c'est clairement d'aller au-delà des mots de passe et de déployer tout ce qui peut être mécanisme d'authentification multifacteur pour protéger vos administrateurs. On estime que 99,9% des attaques sont liées à l'identité, et que si on avait activé ces mécanismes-là, on aurait pu bloquer ce type d'attaque. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qui est extrêmement efficace, mais qui est malheureusement très peu utilisé. C'est-à-dire que les organisations dans le monde aujourd'hui, elles sont à peu près à 11% à avoir activé ces protections, par exemple sur le cloud Azure. Et donc c'est quelque chose qu'on vous invite à déployer, à utiliser, notamment sur vos charges de travail cloud. Également, autre mesure, c'est de suivre en continu votre posture de sécurité et de réutiliser les baselines de sécurité qui sont édictés par les éditeurs comme Microsoft ou Linux pour améliorer finalement la robustesse et votre capacité à résister aux attaques qu'on connaît aujourd'hui. Appliquer toutes les mises à jour, hein, et c'est une vraie difficulté d'appliquer toutes les mises à jour, mais c'est quelque chose qu'il faut faire, que ce soit les parties système, applications, antivirus. Également la sauvegarde, faire la sauvegarde les plus critiques de vos serveurs. En cas de ransomware, c'est finalement la seule chose que l'on puisse faire pour en sortir, de pouvoir restaurer des backups, et des backups qui soient à jour. Et enfin, la dernière recommandation qui sont édictées dans la dernière étude, c'est de pouvoir utiliser des postes d'administration à sécurité renforcée. Donc voilà à peu près ce qu'on voulait et ce que je souhaitais vous présenter avant que Brice puisse vous en faire une démonstration qui permettra d'illustrer un peu plus les propos. Et donc Brice, je te propose de prendre la main pour nous montrer finalement, au-delà de ces beaux discours, à quoi ça ressemble. C'est parti, merci Arnaud. Alors, on va se remettre, voilà, normalement, vous devez de nouveau voir mes slides. Hop, c'est bon ? Alors, effectivement, comment faire du coup pour répondre à toutes les problématiques qu'on vient d'évoquer et profiter du coach, comme l'a décrit Arnaud, j'ai bien aimé l'image, Azure Security Center. Alors, Security Center, c'est une interface qui va être disponible dans Azure et qui vous permet de gérer finalement votre sécurité au sens large, d'aller chercher des informations qui sont dans un environnement hybride, hein, puisqu'on a bien compris tous que l'hybride allait être la solution déployée demain par 90% des systèmes d'information. Et donc, pour le coup, on va avoir besoin de récupérer des informations qui viennent des environnements on-premise, donc sur site, et des éléments qui viennent des clouds publics ou entre autres d'Azure. Donc ici, je vais vous faire 3 démos. La première, ça va être la vue d'ensemble du Security Center, comment ça se présente, quelles sont les informations qu'on va y trouver. Ensuite, on va parler du Security Center et d'une petite fonctionnalité intéressante qu'on va avoir sur le périmètre Azure qui va nous permettre de bien gérer quelles sont les machines qu'on va pouvoir attaquer et à quel moment, comment on va pouvoir se connecter et maîtriser la connexion sur un temps donné à un serveur. Et on va terminer avec le périmètre on-premise, donc sur site, qu'on veut manager aussi bien que ce qu'on aurait dans le cloud directement,
Et on va se rendre compte, comme l'a souligné Arnaud, que finalement, on ne fait pas la différence. On va avoir une analyse qui va être identique et des préconisations qui vont être disponibles sur les deux environnements. Alors, pour ce qui est de cet environnement de démonstration, voilà ce qui a été utilisé pour vous présenter les trois petites vidéos qui vont suivre. Alors, vous avez la zone Azure à droite, donc représentée par le nuage, qui contient deux machines virtuelles. La première, c'est une machine en Windows et la deuxième, une machine en Linux. Naturellement, elles vont pousser des informations dans le Security Center, puisque tout ce qui est créé dans Azure est automatiquement analysé avec des préconisations, encore une fois, sur l'aspect sécurité, pour mieux protéger les choses. On ne parle pas d'accès aux données, mais bien de protection. Donc, je vais bénéficier de Security Center gratuitement par rapport au périmètre Azure. Alors, on va lancer une première vidéo qui va nous permettre de voir un petit peu l'interface d'Azure et du Security Center. Donc, Seb est en train de jouer la logistique. Voilà, donc vous êtes ici devant l'interface web d'Azure. Donc, vous voyez, c'est une interface, j'ai envie de dire, épurée, standard, simple à comprendre. J'ai sur la partie supérieure les différents services que j'ai l'habitude d'utiliser, qui sont parfaitement administrables et configurables par rapport à l'interface et ce que j'ai envie d'y trouver. Je vais trouver les ressources que je vais consommer le plus. Et le premier service que j'ai envie d'utiliser là à la connexion, c'est le centre de sécurité, donc Security Center. Donc j'arrive sur un dashboard qui reprend un niveau de sécurité global, qui est une note en fait, qui reprend la totalité des éléments qui sont remontés par mes environnements, encore une fois, on-prem ou cloud. Et cette notation va me donner une vision à peu près globale du niveau de sécurité de mes équipements. Et ensuite, je vais pouvoir avoir accès à différents dashboards par rapport à des filtres, typiquement un niveau de criticité qui va être lié à mes organes de sécurité, si j'ai des problématiques assez générales à traiter ou plus critiques. Et j'ai dans ce dashboard la possibilité de visualiser une conformité réglementaire. Donc là, vous voyez que je suis dans une liste de mesures qui sont liées, entre autres, à l'ISO 27001, ça nous concerne tous. Et ici, dans les différentes mesures, je vais trouver les bonnes pratiques, les axes d'amélioration qui sont identifiés par Security Center par rapport aux éléments qui sont remontés de mes environnements, à la fois on-prem, mais encore une fois, cloud. Et ils sont catégorisés. Je vais trouver ce qui concerne les machines virtuelles, ce qui est grave, ce qui est plutôt moyen, ce qui est plutôt low à gérer. Et je vais avoir systématiquement une recommandation, alors déjà qui va m'expliquer quel est le problème rencontré et quelle est finalement la procédure pour corriger cette anomalie. Donc par exemple ici, il se rend compte que j'ai une machine qui n'est pas protégée au sens antivirus. Donc il me dit, tiens, il y a une gravité élevée, ta machine Windows n'est pas protégée, tu as la possibilité de corriger immédiatement la problématique rencontrée. Donc pour le coup, je n'ai pas besoin de me connecter sur la machine, d'aller chercher dans mes machines virtuelles celles qui posent problème. J'ai directement un bouton corriger qui est disponible. Alors j'ai effectivement la possibilité d'aller paramétrer un petit peu plus dans le détail ce qui va se passer au niveau de l'antivirus. Est-ce que j'ai des exclusions? Quand est-ce qu'il va lancer des scans, etc. À partir du moment où j'ai fait la configuration qui m'intéresse, je clique sur créer, l'installation se passe et la problématique, la mesure est traitée. Et je peux passer à la proposition suivante. Alors là, on s'arrête sur un axe d'amélioration que tout le monde connaît au quotidien, c'est appliquer des mises à jour. Ça fait partie des quick wins qui ont été identifiés. À partir du moment où je me connecte sur l'interface et que je vois qu'une recommandation sur les mises à jour est disponible, je vais avoir l'application des mises à jour critiques qui sont proposées et j'ai ensuite la possibilité de les installer. On va prendre cet exemple pour la partie on-premise. Alors ensuite, on va passer sur la deuxième vidéo qui me ramène sur ma conformité réglementaire et mon listing de mesures 27001. Cette fois, on va s'arrêter sur la sécurité de la communication et on a une problématique au quotidien qui est de maîtriser les accès, les connexions sur les serveurs, alors qui vont être hébergés ou pas sur le site local ou distant. À partir du moment où j'ai besoin pour administrer au quotidien mes serveurs de me connecter, ça peut représenter un risque, puisqu'une connexion ouverte pour de l'administration, c'est un port potentiellement ouvert en permanence, et ce port ouvert est un risque. Grâce au Security Center, je vais activer une fonctionnalité qui s'appelle le Just-in-Time Access, donc l'accès juste à temps. Vous voyez que le Security Center me propose par rapport à une machine d'activer au bon moment la connexion pour l'administration sur ce serveur. Donc là, vous avez un exemple qui est une machine en Linux
donc, pour laquelle j'ai besoin d'ouvrir le port 22. Encore une fois, en cliquant sur la recommandation, j'ai la possibilité de lui dire « Tu activeras le port 22 au moment où j'en aurai besoin pour administrer cette machine sur le serveur en question. » Et il va automatiquement configurer ce qu'il faut. Donc, vous avez ici l'interface de la connexion juste à temps qui est affichée. C'est plus un serveur Linux, c'est un serveur Windows, mais peu importe. J'ai un administrateur qui veut se connecter sur la plateforme pour administrer, comme il le fait à l'habitude, son serveur. Il essaye de se connecter. La connexion RDP tente une connexion, mais ça ne fonctionne pas puisque au quotidien, mon serveur tourne, il joue son rôle, il publie le service qui est installé dessus, mais je n'ai pas la possibilité de me connecter directement sur la machine puisque ça n'est pas normal de laisser un port, typiquement le 3389 pour ce qui est de l'administration d'un serveur Windows, ouvert. Donc l'administrateur, il va aller dans l'interface d'Azure demander une connexion par l'intermédiaire de son gestionnaire des machines virtuelles. Donc vous voyez qu'ici, il va sélectionner la connexion RDP, il va demander un accès. À ce moment-là, on va avoir un workflow qui va se dérouler. Est-ce que c'est la bonne personne qui a demandé? Est-ce qu'elle est dans la bonne plage horaire? On va demander à l'administrateur qui va bien, des paramètres qui auront été définis préalablement. Et automatiquement, si ces différents points sont réunis, on va autoriser un accès sur une durée. Alors là, par défaut, ça a été 3 heures, mais on peut se configurer pendant 1 heure, 2 heures, une journée si on veut. L'administrateur, une fois qu'il a eu cet accès autorisé, va relancer son RDP. Et vous voyez qu'on va lui demander donc l'étape suivante, c'est-à-dire ses logins mot de passe, et il va avoir la capacité de se connecter dans son environnement. Il peut travailler, administrer, et au bout de 3 heures, ou en fonction de la durée qu'on aura définie, cette règle va rester effective, puis elle va disparaître, et on n'aura de nouveau plus la possibilité de se connecter en RDP. Donc on va maîtriser les accès à l'environnement et loguer tout ce qui va se passer. Qui a fait la demande, quand il l'a fait, qui l'a approuvé, combien de temps il s'est connecté, depuis quelle IP, etc. Donc vous voyez, le Security Center, ça va plus loin aussi que juste dire voilà ce qu'il faut faire sur ta machine. On peut maîtriser la connectivité aux environnements. Troisième et dernière vidéo, on va parler donc de l'environnement on-prem et de la partie Windows Admin Center. Donc voilà l'interface de l'Admin Center. Encore une fois, c'est une interface web. Si vous ne connaissez pas cette interface et que vous avez des serveurs Windows Server 2016, 2019 et 2012 R2, dernière version, dernier patch installé, je vous invite à le déployer. Donc c'est une interface qui permet vraiment de piloter l'ensemble de vos machines et d'avoir accès à tous les paramètres possibles, de l'explorateur, au firewall, au réseau, en connectivité en PowerShell, passage des mises à jour. Et à l'intérieur de cet Admin Center, vous avez la possibilité d'interconnecter des services Azure. Donc là, vous avez à gauche un exemple, le fameux Security Center. Donc c'est une extension qui est disponible. Et vous voyez que quand je me connecte depuis mon Admin Center à mon tenant Azure, automatiquement, il va déjà commencer à me proposer des choses. Il va me dire, tiens, tu as 2 recommandations. Il y en a une qui est plutôt basse, l'autre qui est plutôt critique. Regarde, il y a des choses à faire. Donc je vais cliquer sur une des 2 recommandations, pour le coup, celle qui est catégorisée comme critique. Et elle va automatiquement me connecter dans le portail Azure, alors évidemment avec une authentification, et elle va me dire, tu as des mises à jour à passer, il faut les prendre en compte par rapport au niveau de criticité. Je vais aller sur mon Security Center, je vais retrouver exactement les mêmes paramètres, c'est-à-dire que là où avant, dans la conformité 27001, j'avais des mises à jour à passer, encore une fois, on récupère le périmètre on-prem et le périmètre Azure. La deuxième recommandation, c'est plutôt des bonnes pratiques. Donc il y en a beaucoup, vous voyez, sur un serveur, là il me propose de jouer 93 manipulations. Donc là on va être dans une interface qui va me permettre de filtrer par rapport au niveau de gravité. Donc sur la partie critique, je vois que j'ai quand même pas mal de choses qui me sont proposées. Et il y en a une qu'on connaît tous bien aussi, c'est le fameux firewall de la machine Windows, qui pour le coup est régulièrement coupé pour tout un tas de raisons qui sont évidentes ou pas, et la possibilité pour nous de le réactiver par l'Admin Center parce que le Security Center a remonté que c'était potentiellement une anomalie. Donc là, je vais me connecter dans l'Admin Center et directement dans la partie Firewall, je vois effectivement que mon pare-feu est désactivé et donc qu'il y a quelque chose à faire et que la recommandation effectivement s'applique. On va aussi, et on va terminer là-dessus,
vérifier que l'installation des mises à jour va pouvoir potentiellement corriger le deuxième problème identifié. Donc ici, on va avoir sur les 2 recommandations les 2 mises à jour qui sont les cumulatifs updates à passer. J'ai dans mon admin center un Windows Update qui est exactement la même chose que celui que vous avez dans votre panneau de configuration. À partir du moment où je vais cliquer sur Windows Update, j'ai la liste des mises à jour qui sont disponibles. Je vois à quel moment les mises à jour ont été identifiées comme à installer sur cette machine. J'ai la possibilité de sélectionner les mises à jour que je veux passer ou pas à l'instant T. J'ai une information intéressante qui est est-ce qu'un reboot est nécessaire ou pas par rapport à l'installation de ces mises à jour, et je peux décider de redémarrer immédiatement ou de planifier un redémarrage si je suis en production et que potentiellement il peut y avoir un impact sur les services délivrés par cette machine. Donc à partir du moment où je clique sur l'installation, le Windows Update va automatiquement installer, enfin ça c'est la procédure habituelle, les mises à jour. Vous voyez qu'à gauche, toutes les extensions ont changé d'icône. On a une petite icône colorée, là où avant elle était un peu en noir et blanc. Donc l'admin center a été mis à jour. Pas d'impact sur la production. L'utilisateur n'a rien vu. Et je vois immédiatement que les recommandations donc, qui étaient catégorisées comme critiques sont traitées puisqu'elles n'apparaissent plus. Et je n'ai plus que les bonnes pratiques qui m'ont été proposées, entre autres, l'activation du firewall public. Si je me connecte maintenant de nouveau dans mon portail Azure, donc là avec l'authentification qui va bien, et que je retourne dans mon admin center, dans mon security center, pardon, je vais avoir donc de nouveau mon dashboard avec la prise en compte de l'installation de ces mises à jour, et je suis maintenant à 89% au niveau du niveau de sécurité générale, ce qui fait que je suis passé de 86 à 89 après l'installation des mises à jour. Donc juste, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que les vidéos tournent, je suis passé de 46% à 89% sans jamais prendre la main directement sur mes machines virtuelles. Tout s'est fait depuis le Security Center en cliquant sur les boutons corrigés et en lançant des processus d'installation automatique et d'industrialisation et en intervenant directement dans mon admin center pour piloter le déploiement des mises à jour ou de certaines actions. Donc un outil centralisé qui nous permet de piloter et de gérer correctement sa sécurité. Juste en conclusion, je voudrais simplement dire de façon simple que vous avez compris qu'à Dista, on a une vision globale de l'hébergement et de l'occupation du système d'information de santé, que l'on ne souhaite pas mettre. Le message, c'est ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, mais utilisez ce qu'il y a de meilleur à votre disposition. Je pense que c'est du bon sens. On a, nous, cartographié notre offre en 4 pavés. Les autoroutes sécurisées, ça c'est très important. Tout ce qui est connectivité, le lien sécurisé, c'est quand même plus sympa de rouler sur autoroute que de rouler sur des nationales. On est quand même en sécurité. Donc ça, c'est un point important de notre activité. Le deuxième point, c'est tout ce qui concerne l'HDS et les HDS hybrides, on va dire. Et ça a été un des slides au démarrage de ma présentation, et notamment le cloud public. Vraiment s'intéresser à ce que fait Azure, ce que fait les clouds publics de classe mondiale. Il faut vraiment regarder ça avec importance, avec insistance. On a un axe de travail sur la e-santé, et on a quelque chose aussi, alors vous verrez, ça c'est très important, en ce moment on en parle beaucoup dans la transition numérique et dans la santé 2022, c'est le partage sécurisé des données de santé. Donc on a monté la messagerie sécurisée de santé, là aussi, il y a beaucoup d'usages. Et aujourd'hui, c'est une obligation. Demain, les patients, nous, les citoyens français, on va se réapproprier la santé et on aura une messagerie de santé avec laquelle on va pouvoir utiliser et converser avec les professionnels de santé. Ça, c'est très important. Le DMP, l'ENS, évidemment. Il y a d'autres personnes qui en parleront 100 fois mieux que moi, probablement demain d'ailleurs. L'ENS, ça arrive, c'est une réalité. Et puis, on a souhaité aussi travailler sur une brique importante de conseil et d'audit. Et aujourd'hui, on a fait très important de cartographie du patrimoine IT, des actifs. Pour savoir où on veut aller, il faut savoir d'où on vient et ce qu'on a. Ça, c'est super important. Et puis, l'audit cybersécurité. C'est le moment. On est dedans. Profitons-en. Le Ségur de la santé, c'est 2 milliards d'euros sur 2 ans, dont 1,4 milliard pour mettre à niveau les logiciels, notamment
en conformité avec le socle régalien. Et 600 millions pour les seuls établissements du médico-social. Donc on est contexte anxiogène, il y a des offres sur le marché, sécurisées, fiables, et on a une pression tous, les RSSI, les DSI, les fournisseurs, on a tous une pression parce qu'on est dans une période post-Covid et qu'il n'y a jamais eu autant d'argent mis sur la table. Donc il ne va pas falloir qu'on se rappelle. Tous, on est dans le même panier. C'est un petit peu ça que je vais vous donner comme information en conclusion. Sébastien, merci beaucoup pour la synthèse. Vous trois, merci encore à vous trois pour ces explications, cette présentation. Nous sommes heureux d'avoir un stand Adista avec nous pendant les 3 jours et donc la possibilité de continuer à parler avec Jean Bianchi, par exemple, qui est à mes côtés, à continuer à parler de cette proposition et des développements que vous nous avez permis d'explorer cet après-midi. Bonne continuation à vous, bonne soirée. On vous regrette beaucoup, mais bon, on a été content quand même que vous soyez parmi nous, même si c'était virtuellement. Et puis on va enchaîner. Donc nous de notre côté au Mans, on vous dit à bientôt, à une prochaine fois. Merci encore.